Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi anthropologie, un focus dédié à l'anthropologie noire, n'est-ce pas? C'est tous les jeudis avec Nusere Kalala Omotunde, ce sera après la coupure pub de 19h. Normalement ce soir on parle de l'origine africaine du nombre 1, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et voilà 2 mois que les grands frères sont incarcérés. Le 15 janvier dernier, les grands frères créent donc une association pour aider à sortir de la crise sociale qui sévit dans le département. Le 17 janvier, ils sont tous interpellés à leur domicile, effectuent 96 heures de garde à vue, passent en comparution immédiate, sont condamnés et placés sous mandat de dépôt. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les émeutes et violences urbaines de novembre. Les poursuites sont essentiellement basées sur des écoutes téléphoniques et des audios. Les saisies à leur domicile n'ont pas occasionné la découverte d'armes à feu ou de matériel précis. Les accusations de tentatives d'extorsion de chefs d'entreprise et d'élus ont été démenties. Leur demande de mise en liberté a été refusée le 8 mars dernier. Leur dossier a été transféré à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. L'un des motifs invoqués est que les infractions sont commises dans un contexte d'organisation poussée, pérenne, reposant sur une structure de commandement pyramidale et sur l'intervention de nombreuses personnes, que le nombre de victimes est très élevé et non défini, mais parmi lesquelles figurent des élus, des personnes investies de fonctions politiques, sociales et économiques. En tout cas, voilà, donc 2 mois jour pour jour que les grands frères sont détenus sans avoir la possibilité même de recevoir de la visite de leur famille. Et pendant que des Guadeloupéens sont en détention pour avoir manifesté, le gouvernement français lui veut ouvrir les négociations sur l'indépendance corse. Après plusieurs jours d'exactions, des jets de cocktails Molotov sur la préfecture, la sous-préfecture, sur les gendarmeries. On note effectivement que plusieurs dizaines de gendarmes ont été blessés lors des affrontements, de quoi refroidir un peu les ardeurs du gouvernement. Pas de GIGN ou de raid pour la Corse. Contrairement à la Guadeloupe, l'État a choisi le dialogue plutôt que les coups, surtout en cette période d'élection. On verra effectivement ce que ça donne et on attend de voir le dénouement dans cette affaire des grands frères, vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Au vu des performances réalisées par l'équipe du cyclotron, de nouveaux crédits leur sont accordés. Ils recevront donc de nouveaux équipements qui permettront de détecter plus précocement les maladies et optimiser le suivi des patients. Chapeau bas au docteur Mélissa Maulois qui œuvre à la production de radiopharmaceutiques, ces médicaments qui permettent de diagnostiquer et traiter le cancer. À ce qu'il paraît, elle fait un travail quand même monstre, comme on dit. Regardez. Alors, ce centre de recherche et développement va permettre de développer premièrement l'activité du CIMGUA, d'adapter l'offre de soins. Donc nous allons effectuer des essais, nous souhaitons effectuer des essais cliniques pour adapter justement les radiopharmaceutiques proposées sur le site. Donc l'idée c'est de permettre de détecter de façon plus précoce les maladies, d'optimiser en fait le suivi en fait des traitements et aussi de travailler sur tout ce qui concerne la biodiversité lorsqu'il peut y avoir un rapport avec notre santé. Le CIMGUA, la région Guadeloupe a fortement porté ce projet et nous sommes dans la continuité de la politique que nous entendons mener au niveau de la santé, parce qu'avec le vieillissement de la population à partir de 2030, il faut avoir une offre de soins de qualité et il faut surtout essayer de corriger les inégalités territoriales. Donc avec le CIMGUA, on va pouvoir demain
prendre mieux en charge certaines pathologies, on va pouvoir mieux dépister certains cancers et répondre à ce besoin fondamental pour la population guadeloupéenne. En tout cas, la région a bien montré au travers de ce projet qu'elle entendait avoir une politique de santé en complémentarité de l'action de l'État et de l'Agence régionale de santé, et j'ose espérer qu'ils vont soutenir fortement ce projet qui est à proximité du nouveau CHU et aussi à proximité du campus santé que le président Chalus a souhaité qu'on puisse réaliser en Guadeloupe avec la faculté de médecine de plein exercice. Bon, c'est vrai que quand nous avons des partenaires tels que la région, le département, la SEM patrimoniale et bientôt l'université, le CHU, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour la formation également aussi de la jeunesse guadeloupéenne, pour permettre à notre jeunesse guadeloupéenne aussi de s'approprier le CIMGUA, de s'approprier ses recherches et développements pour pouvoir aller de l'avant et trouver des solutions pour nos poissons guadeloupéens et pour améliorer leur santé sur le territoire. Écoutez, là, on a posé la première pierre. Le chantier se terminera au mois d'octobre, au mois de novembre. On fera les installations techniques à ce moment-là, ainsi que leur qualification. Et le centre de recherche commencera à fonctionner en 2023. Et je pense que les premiers effets de la recherche se produiront fin 2023. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on parle souvent d'autonomie alimentaire, mais pour y arriver, le réseau Innovation et de transfert agricole y travaille et organise les BIC Agrinov, une présentation des résultats des projets de recherche dans le domaine. Pour exemple, des travaux ont permis la création d'une nouvelle variété de bananes, de traiter des maladies ou des mauvaises herbes, mais aussi d'élaborer de nouvelles techniques de paillage. On fait le point avec Stanley Manicor. BIC Agrinov, c'est un événement qu'on organise pour faire la lumière sur tous les résultats des projets de recherche et d'innovation dans l'agriculture en Guadeloupe. Donc l'objectif, c'est de transmettre les informations pour aller vers une agriculture plus durable, plus agroécologique, qui réponde aussi aux besoins des consommateurs. La thématique aujourd'hui, c'est l'autonomie de l'agriculteur. Donc quelles sont les pratiques qu'on peut utiliser sur sa parcelle pour moins dépendre d'achats extérieurs. C'est un sujet particulièrement d'actualité avec la crise en Ukraine, etc., le prix des matières premières qui augmente. La manifestation s'adresse aux agriculteurs et à tous les élèves du lycée, toutes les personnes en formation agricole, tous les futurs agriculteurs. On fait des recherches, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont des problèmes de maladies, des problèmes de gestion de l'enherbement. On parle là des mauvaises herbes. Et il y a des machines qui existent pour ça, il y a des techniques qui existent pour ça. Par exemple, tout à l'heure, il va y avoir une démonstration de broyage de coco pour faire un paillage. Donc là, c'est une innovation. On broie le coco et on en fait une matière qui permet de limiter la pousse de l'herbe et on les pend sur les parcelles. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est pas du tout moyenâgeuse en Guadeloupe. Il y a du travail manuel, mais il y a aussi plein de techniques qui permettent de soulager l'agriculteur. Qui ont été créées par les collègues du CIRAD. Donc aujourd'hui, on vous propose donc de déguster et de nous donner votre avis sur ces nouvelles variétés. Ok. Donc il y a un questionnaire à remplir. Vous pouvez très bien déguster les 4 bananes ou dire vous voulez déguster qu'une seule, mais vous n'êtes pas obligé de tout manger, toute la banane. Il n'y a pas que être agriculteur, il y a aussi tous les métiers de l'encadrement administratif. Le métier de chercheur sera présenté, le métier de technicien, le métier d'agriculteur, d'agro-transformateur, parce que quand on produit des choses, il faut aussi savoir les transformer parfois si on veut les valoriser. Ça fait aussi partie de l'autonomie. Vous aimez très bien la banane ou est-ce que elle vous plaît ou pas en fait en bouche? Déjà, elle a une bonne odeur. Ouais. Elle sent bon. Je sais pas pour vous. L'échelle de notation, c'est je l'aime pas du tout, je l'aime pas, je l'aime moyennement, je l'aime ou je l'aime vraiment beaucoup. Ça va. La dernière. On entend tous très souvent la volonté de davantage d'autonomie alimentaire sur le territoire. Pour ça, il faut des agriculteurs, il faut des personnes qui accompagnent les agriculteurs au quotidien. De là à atteindre l'autonomie totale, je pense qu'il faudra encore du temps quand même. Ce serait bien quand même d'arrêter de mépriser cette profession et de les rémunérer à hauteur de ce qu'ils méritent. N'est-il pas ? Face à la montée du niveau de la mer, un réchauffement climatique oblige. L'ONF tente de préserver le littoral. Et pour ralentir cette érosion, une barrière de bambou pour éviter le piétinement est en cours d'installation, par exemple, à Saint-François. Le reste en images. Le projet dans lequel on travaille, c'est le projet Carib Coast, donc c'est un projet interrégional qui est à l'échelle caribéenne, qui vise notamment dans ses objectifs à trouver, démontrer les techniques qui permettent de freiner l'érosion, les techniques à base de solutions naturelles, c'est-à-dire à base de végétation essentiellement,
pour freiner l'érosion. Donc c'est un projet interrégional parce qu'en fait on est tous dans la Caraïbe avec les mêmes problèmes de montée du niveau des mers, de dégradation des plages et de la végétation. Et donc on s'est mis ensemble pour lutter contre ce phénomène et partager nos solutions. L'objectif c'est de préserver la végétation du littoral, donc la végétation bord de mer. Donc pour ça on fait avec l'ONF et le RSMA, on organise aujourd'hui cette action. On va finalement mettre des bambous, donc on utilise une espèce exotique envahissante qu'on a fait sécher, tremper et aujourd'hui on va la mettre sur le littoral pour faire des enclos qui vont permettre de protéger la végétation locale, la végétation littorale et donc qui est une végétation extrêmement importante pour préserver de l'érosion. On est dans un contexte de réchauffement climatique où on sait que à l'horizon du siècle on aura une montée des eaux de 80 cm qui est à peu près la montée des eaux moyennes sur la planète. Donc ça c'est un premier facteur qui va aggraver l'érosion. On a un deuxième facteur qui est la survenue plus fréquente de cyclones majeurs. Et on a un troisième facteur qui est la dégradation de la végétation de la plage. Donc tous ces facteurs-là font que l'érosion s'accélère sur certains secteurs de plage, notamment les secteurs exposés comme celui-ci. Et donc sur ces secteurs-là, pour nous, il faut vraiment donner un coup de pouce à la végétation parce qu'elle n'est plus toute seule face aux éléments. Il y a aussi l'homme qui a changé les conditions naturelles. Et donc l'idée c'est de garder finalement ce que la nature a toujours fait depuis le début, un beau couvert végétal qui fixe le sable, qui permette à la plage de perdurer. Bemaro, elle, se veut être une ville solidaire et durable. Alors, dans le prolongement de sa charte avec le parc national, la municipalité signe maintenant une convention de partenariat pour l'élaboration et la mise en place de projets comme des jardins partagés. Le reportage. Vous comprendrez bien, cette convention a pour objectif, puisque nous avons déjà signé l'an dernier, il y a pratiquement 2 ans, une charte avec le parc. Et aujourd'hui, nous sommes à cette convention. Eh bien, les enjeux pour nous, c'est de pouvoir mettre en place des actions d'animation sur notre territoire, mais aussi des actions qui visent à faire de la pédagogie, de manière à pouvoir, dans un premier temps, sensibiliser la population, mais aussi des actions et des projets visant à protéger notre environnement, protéger des espèces endémiques, protéger notre littoral, aménager de manière durable notre territoire. Et donc aujourd'hui, vous comprendrez bien que nous sommes dans une démarche où nous nous disons que notre territoire, nous devons de plus en plus le protéger. Et pour le protéger, c'est aujourd'hui et maintenant et pas demain que nous devons de prendre des décisions, mettre en place des actions, mettre en place des projets afin que notre territoire puisse continuer à être celui que nous souhaitons, c'est-à-dire un territoire solidaire et durable. En fonction de la volonté de la municipalité de Bemaro, de Madame le maire, mais aussi de l'engagement de la population de Bemaro via la société civile, les associations, les groupements de jeunes, les collectifs. Donc tout le monde pourra participer et on essaiera de toucher l'intérêt de chacun pour les emmener vers une sensibilisation à des pratiques durables. Il y en a partout. Les exemples qui ont été donnés, comme les jardins partagés, c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait un lionnage, un vrai lien social entre tous les individus, toute la population de Bemaro et des environs. Nous avons une zone, une aire éducative maritime aussi qui existe avec nos enfants de CM2. Nous allons poursuivre avec ces classes-là de manière à pouvoir avancer dans ce schéma que nous avons décidé pour notre territoire. Bemaro, une ville solidaire et durable. On parle maintenant du groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, qui semble investir dans la générosité. Il s'associe à la Banque alimentaire à qui il fera livrer des conteneurs entiers de nourriture. Ils ont reçu le premier aujourd'hui. Regardez. La Fédération française des banques alimentaires et GBH ont signé un partenariat pour permettre une continuité d'acheminement de produits des plateformes logistiques de GBH sur le territoire national pour arriver jusqu'à nos départements d'outre-mer. Alors il faut savoir que ce premier conteneur que nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui sera le premier d'une longue chaîne de produits qui seront acheminés. Il n'a pas été négocié un nombre de conteneurs définitif pour l'année, mais aujourd'hui, les départements d'outre-mer vont recevoir 75 tonnes de produits qui correspondent à 150 000 repas qui seront servis à nos compatriotes démunis. Je veux parler des 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Réunion.
Pour ce qui concerne la Guadeloupe, c'est 18 000 kilos de produits qui sont contenus dans ce conteneur et ça correspondra aussi à un certain nombre de repas qui seront très heureux, que nos bénéficiaires seront très heureux de recevoir. Alors nous à Saint-Vincent, on s'occupe aussi de la grande précarité, la grande exclusion avec des personnes à la rue, avec des problèmes de pathologie mentale, ce qui fait qu'en fait nos équipes sont exclusivement constituées de professionnels. On travaille avec très peu de bénévoles, à contrario de la banque alimentaire, mais nos actions sont complémentaires par rapport à ça. Et donc en fait, ce sont des équipes de professionnels qui encadrent les actions qu'on peut avoir sur la prise en charge sociale, l'accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas de nourrir, mais il s'agit d'accompagner la personne aussi à faire en sorte de redevenir autonome sur le plan ne serait-ce qu'alimentaire. Et on se rend maintenant aux côtés du préfet Alexandre Rochat qui effectue un véritable marathon des inaugurations ces derniers temps. On débute avec l'ouverture de l'espace France Service de Capesterre-Belle-Eau qui regroupe effectivement ce fameux service de l'État. Regardez. On continue à développer notre offre de structure France Service. Ici à Capesterre-Belle-Eau, on l'ouvre. On en ouvre une aussi à Vieux-Habitants, une à Saint-François en même temps. Et puis on va développer aussi d'autres offres. Notre objectif, c'est d'avoir 23 maisons France Service sur toute la Guadeloupe, continentale plus les îles du Sud. Et on va en plus développer des bus France Service. Et donc on a un appel à projet, il y en a 5 qui ont été retenus, donc on va en plus développer. Et l'objectif, vous l'avez dit, c'est d'être à moins de 30 minutes de chez soi à l'accès à un service public. Aujourd'hui, le bouquet de services publics, c'est que vous avez une question sur la CGSS, Sécurité sociale, la Caisse d'allocation familiale, la Poste, Pôle emploi, les services des finances publiques, ici la CCAS en plus, les services de la préfecture pour les cartes d'identité, les permis, etc. Voilà, toute cette question. Vous voyez, ça fait énormément de services. Vous venez ici, vous avez une question à poser, vous avez une démarche à faire. Vous pouvez faire votre démarche directement sur ordinateur et vous êtes accompagné par quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez une question, l'agent d'accueil ici est capable soit de donner une première réponse, soit ensuite de contacter. Il a un lien direct avec les entités pour avoir une réponse plus développée. L'objectif, c'est d'y installer quasiment un guichet unique avec l'ensemble des partenaires, répondre au départ donc, de la perception, puisque les habitants pourront venir ici faire leur démarche. Ils pourront ici gratuitement rencontrer un avocat, rencontrer un juriste pour les accompagner dans leur démarche. Ils pourront venir ici rencontrer dans quasiment l'ensemble des services donc, de l'État, avec la CAF, la Sécurité sociale, car nous devons porter des réponses dans le quotidien des Guadeloupéens et plus particulièrement ici à Capesterre, montrer aussi que nous sommes conscients de cette difficulté de transport et faire en sorte surtout que chacun puisse profiter de ce lieu de conseil mais surtout d'accompagnement. On a deux sujets avec la dématérialisation. Premièrement, la dématérialisation, ça a permis d'aller beaucoup plus vite pour l'accès au droit. Après, ça a quelques inconvénients. Il faut avoir le matériel. Ici, vous avez des matériels en accès libre, donc vous pouvez venir directement. Et puis le sujet, c'est que parfois les gens ne sont pas habitués aux procédures. Et ici, on a développé, financé par l'État, des conseillers numériques. Le responsable de l'agence est conseiller numérique aussi. On l'a formé, je lui ai remis son diplôme la semaine dernière. Donc en plus, il est capable d'accompagner numériquement les personnes. Leur éviter donc de devoir se rendre à Basse-Terre, se rendre à Pointe-à-Pitre, quelquefois passer des heures sur la route, des heures dans les administrations, alors qu'ils pourront venir ici faire toutes leurs démarches. Et je le dis aussi, c'est l'occasion pour nous de participer à la revitalisation du Centre Beau en invitant les Capestériens à venir ici et après avoir fait leur démarche, de pouvoir aller en direction des différents commerces qui sont là et qui ont beaucoup à proposer aussi aux Capestériens mais aussi aux Guadeloupéens. Et on enchaîne avec l'inauguration de l'espace France Service à Saint-François. 3, 4, 2, 1, 0. On va en avoir 24 d'ici peu. C'est pour avoir cette vraie proximité, c'est-à-dire que l'habitant, il doit pouvoir, près de chez lui, sans être obligé de prendre son véhicule, pouvoir avoir un accompagnement et un accès à l'administration, au service public, qui n'est jamais que l'émanation, je dirais, de sa propre contribution. 9 services publics au minimum de l'État qui seront réunis là, les services des impôts, la caisse d'allocation familiale, la caisse générale de sécurité sociale, le régime général, le régime de retraite, le régime spécial agricole, qui seront sur place pour lorsque les administrés, lorsque les personnes concernées veulent faire une démarche, qu'il n'ait pas à effectuer une trentaine, une quarantaine de kilomètres et surtout trouver des portes closes puisque de plus en plus les démarches se font de façon numérique. L'ensemble des services, à la fois des collectivités et de l'État, soient au plus près de la population pour que la population en fait ait un guichet unique. C'est un peu
l'objectif que l'on a. Et ce guichet unique, il est à la fois par des présences physiques de personnes qui fixeront un rendez-vous, qui seront capables de donner des renseignements, mais c'est aussi à travers l'accompagnement de l'outil numérique, où on sait qu'on n'est pas tous égaux devant cela. Et malgré même, je dirais, des personnes qui seraient aguerries à l'outil numérique, parfois la navigation dans les formulaires administratifs des différentes administrations ne vont pas de soi. Et donc c'était pour ça que c'était important de le faire et pour éviter des déplacements inutiles pour la population. En concordance avec les services de l'État, en concordance avec eux, nous faisons en sorte que nous ayons les moyens de répondre à cette demande en proximité. Et maintenant, nous recevons Alain Mozart qui nous présente son ouvrage Missier Musique Mass Label Saint-Jean. Bonsoir, monsieur Mozart. Bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'on trouve dans votre ouvrage Missier Musique Mass Label Saint-Jean? Alors, Saint-Jean, c'est quelque chose aujourd'hui, en 2022, de complexe. C'est quelqu'un du vrai nom Victor Emmanuel Bernardin Germain, c'était pas Saint-Jean son nom, mais c'était un pseudonyme, et qui a vécu entre 1910 et 1969. C'est un abîmien, il a réalisé un certain nombre de choses en tant que personne, il a réalisé avec d'autres, et il a aussi son nom, on le retrouve souvent autour de Masse à Saint-Jean et Musique à Saint-Jean. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'Aréal Saint-Jean au sens de ce que cela a apporté, ce que nous en faisons aujourd'hui et sur les perspectives. On peut dire que c'est un hommage donc à cet homme? C'est un hommage et c'est surtout une rencontre que nous organisons samedi 19 mars à la MJC des Abîmes à partir de 19h, où il y aura ses parents, il y aura le groupe de travail de la MJC autour de cet ouvrage. En fait, c'est un ouvrage collectif. Et c'est surtout dans le sens des perspectives. Nous allons plutôt mettre l'accent sur les perspectives, mais avant d'arriver aux perspectives, nous ferons le point aussi sur la MJC qui a été créée, le bâtiment même en 1971 et qui depuis a beaucoup œuvré dans le champ de l'éducation populaire et de l'éducation permanente. La MJC nous a fait vivre beaucoup de nos traditions, a donné la parole à beaucoup de nos aînés. Et aujourd'hui, un certain nombre de traces, notamment l'avènement du tambour est aussi passé par la Maison des Jeunes et de la Culture. Et le carnaval, les masses, tout cela sont passés aussi par cette structure. Donc, en lien avec tout cela, depuis 2017, l'équipe travaille sur des événements autour de Saint-Jean, dont 2 commémorations en 2018 et 2019, et la production de ce livre. Donc en fait, j'ai plutôt coordonné les travaux d'un groupe d'acteurs, d'un groupe de contributeurs, pour arriver à cet ouvrage final. Comment expliquer qu'on ait si peu de reconnaissance pour quelqu'un quand même qui porte le nom d'un rythme musical dont tout le monde parle ici? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions autour de cela. Saint-Jean, certains disent qu'il n'a pas fait grand-chose. Saint-Jean, c'est celui qu'on a reconnu, celui dont le groupe a porté le nom. Donc, il y a aussi une question au niveau de notre histoire. Avant, les groupes masses et autres n'étaient pas des organisations déclarées, donc portaient le nom de Saint-Jean, d'un autre. Avant Saint-Jean, ça a été Mokafa. Dans beaucoup de régions, on a aussi trouvé des masses à la Brassière aux Abîmes, masses à Awa, masses à Geoffroy. Ce sont les gens qui portent les choses. C'est maintenant avec cette notion d'association qu'on a le titre et qu'on a un sigle. Par exemple, on a Moun Ki Moun, c'est MKM. Donc c'est cette nuance que nous avons dans le fonctionnement de notre société qui fait que les choses se passent comme ça. Mais en fait, Saint-Jean seul n'aurait pas fait grand-chose. Saint-Jean, avec son dynamisme, ses initiatives, sa manière de faire, son caractère un peu de commandeur, il a permis un certain nombre de réalisations et il a laissé dans notre environnement pas mal d'informations. Mais une information très importante aussi, sous un certain angle, c'est que avant d'avoir perdu sa jambe autour des années 50, 58 par là, il était à moto. Il a fait masse. Certains disent que non.
Il a été musicien masse, même dans le groupe de Mokafa. Et après son accident, il a pris du courage, il s'est mis au travail, il a fait des choses. Et il est devenu l'unijambiste ouvreur des courses cyclistes de Guadeloupe. C'est lui qui a ouvert la première course cycliste en 1958 sous la houlette de Camille Jabour, qui était le président du comité régional. Il a aussi ouvert le Massa Saint-Jean pendant diverses années avec son unique jambe. Il chantait, il sifflait, il dansait. C'était un acrobate de la moto. Des choses à savoir, une histoire à connaître, et ce sera l'occasion justement ce week-end de découvrir cet homme. On va redonner le rendez-vous pour les téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est samedi à la MJC des Abîmes à l'entrée du Bourg à partir de 19h. Cependant, il y aura du monde dès 17h pour les signatures, pour discuter, pour rencontrer. Il y aura ses parents, il y aura des amis, il y aura des proches, il y a pas mal de personnes. Merci beaucoup, Monsieur Mozart, d'être venu sur ce plateau ce soir et pour le travail historique que vous réalisez, parce que ce ne serait pas une bonne chose qui tombe dans l'oubli non plus. On a trop tendance à faire ça, un petit peu trop tendance. Merci encore. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et nous sommes jeudi, donc nous allons parler anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Wilma Blondeau, à Johanna Bon, à Maggie Delaney, à Mouton Lucide, à Joël Bazit, à Patricia de Normandie, à Kitoun Cyprien, à Ampasav Mako, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Grande Gueule, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à C'est tout Coco. Bonsoir au général Franck Abar, à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir également à Lydius, à Trinity, à Rita Poirier, à Moïse Tézénas, bonsoir à Perle de Karukira. J'ai vu qu'on nous regarde de Sainte-Lucie. Je vous salue tous ceux qui nous suivent justement sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Oui, les élus sont de retour. Oui, le préfet est partout. C'est la période électorale, donc forcément, on va beaucoup les voir. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très longtemps puisque l'élection, c'est dans un peu d'un mois. Hein. On se retrouve après la pub.